Là, on est à vitesse réelle. Hein. Elle a une rapidité, cette bécane, c'est impressionnant. Mais voilà ce que ça donne. Bonjour et bienvenue dans le garage. Des lasers de 10 watts, j'en ai déjà testé 3 pour les comparer et pour que vous puissiez vous faire votre propre idée des machines en fonction des marques. Je pensais qu'il y aurait suffisamment de matière à comparaison comme ça et que ça suffisait, mais j'ai été contacté par la société Sinis pour tester le modèle Ortur Laser Master 3. Ortur, c'est un des pionniers des lasers grand public et leur modèle que je vais appeler maintenant OML3 est un best-seller. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de savoir si ce laser était à la hauteur de la réputation de sa marque. Alors parlons-en un petit peu de la marque justement. Ortur est né en 2018, c'est pas si vieux. Ils ont commencé par concevoir et vendre des imprimantes 3D et dès 2019, ils ont sorti la première carte mère pour laser en 32 bits, l'OLM1. En 2020, ils ont sorti l'OLM2, l'Ortur Laser Master 2, qui était une machine laser complète, similaire à celle qu'on va tester aujourd'hui, puis l'OLM2 Pro en 2021. Et cette même année, ils ont créé une sous-marque, Ofero. Alors le terme sous-marque n'est pas péjoratif. Hein. Ofero propose des lasers plus entrée de gamme et plus accessibles aux débutants. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On est là pour tester l'OLM3. Et pour ma part, je suis assez impatient de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette bécane. J'ai très envie de savoir si chez Ortur, ils ont des bons ingénieurs ou alors simplement des bons commerciaux. Alors, cette machine m'a été fournie par la société Sinis qui distribue les produits Ortur, mais comme d'habitude, hein, je vous donnerai mon avis sur cette machine sans langue de bois ni concession. Je serai impartial, sinon cette vidéo n'aurait de toute façon aucun intérêt. Et étant donné la réputation de la machine, je serai même encore plus critique que d'habitude. Allez, je vais attaquer le montage et je vais prendre le temps de tout vous montrer. C'est le meilleur moyen de faire connaissance avec la mécanique et avec l'approche des ingénieurs pour la conception de cette machine. Allez, on va voir ce qu'il vaut objectivement ce modèle. Ouverture facile. Alors, on a de la paperasse, on verra après. Alors déjà, une petite caisse d'accessoires. L'avant. L'arrière. Un côté. Un axe. L'autre côté. La lime, la filasse. Les courroies, les embouts, tac, 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 tac. Bon alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh ben le cadre bien sûr, l'axe X ou Y, je ne sais jamais, je crois que c'est X. Une boîte avec des accessoires, donc la clé USB, des clés de montage, des clés de contact aussi, de la visserie, etc. L'alimentation, donc de quoi fixer les câbles et des échantillons, la tête laser bien évidemment, les courroies, les lunettes, l'antenne Wi-Fi et toute la partie électrique. Et un truc bizarre, on a ici de quoi utiliser les racistes, mais on n'a pas les racistes parce que les racistes est une option. Alors on va le monter sur cette machine parce que pour moi c'est pas une option les racistes, mais sachez que c'est pas livré de série et pourtant avec la machine vous avez le câble, le tuyau et un régulateur de pression, ou plutôt de débit j'ai l'impression. Voilà, donc bon c'est bizarre, c'est livré avec la machine, ça devrait plutôt être livré avec la pompe. Alors, au niveau paperasse, c'est plutôt pas mal. On a donc une première notice en français donc, sur le montage de la machine et son utilisation, une notice sur la tête en particulier, et une notice avec une FAQ et comment entretenir la machine. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'en général, la maintenance, on n'en parle pas trop, alors qu'il y en a quand même un petit peu à faire. Et puis ça, c'est pas mal, j'ai trouvé. Ça, c'est une fiche pour ceux qui lisent pas le manuel. Donc, toutes les bêtises à pas faire. C'est plutôt sympa. Après, vous avez des papiers qui servent à rien, donc des certificats de conformité. Et surtout, vous avez aussi des papiers qui servent. Ça, c'est des tableaux de correspondance pour savoir, en fonction du matériau, comment vous allez paramétrer pour une découpe ou pour de la gravure. Voilà. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Et on va attaquer le montage. Alors, la première étape va consister à assembler l'arrière de la machine avec les côtés, comme ceci. Donc pour ça, on va retourner la machine. Alors, du coup, ça va là. Et ça va là. Et il va falloir passer le câble du moteur ici, dans le trou là-dedans. Hop. Attention, alors il y a un sens, la nappe est plate. Et donc, premier piège de montage, il ne faut pas que la nappe soit ici.
il faut qu'elle soit enfilée sur le côté comme ça. Et pour ma part, j'utilise pas les clés Allen qui sont fournies, j'utilise toujours une visseuse. Je trouve ça plus sûr parce qu'en fait, ça limite le couple et ça évite de serrer trop fort parce qu'inconsciemment, on a tendance à serrer beaucoup trop fort dans de l'aluminium. Et donc, le câble de l'axe Y, il ressort ici. Maintenant, je retourne la machine et je vais installer cet axe-là. Alors, il doit s'enfiler là et là. Voilà, c'est sans jeu, donc c'est un peu juste et c'est pas plus mal. Je retourne encore la machine et cette fois, j'installe l'avant. Alors, le principe, c'est le même que pour l'arrière, sauf que cette fois, il faut faire attention au câble ici, qu'il faut bien redresser. Voilà, il doit passer comme ça. On va maintenant s'occuper des courroies, et contrairement aux autres modèles de laser que j'ai pu tester jusqu'à présent, là, c'est une courroie fermée, elle fait une boucle. Alors, elles vont aller s'enfiler dans une poulie qui se trouve planquée dans un trou là-bas au fond, ici et ici, et sur une poulie ici et ici qu'il va d'abord falloir monter. Donc ça, c'est la première étape. Donc le support de poulie, c'est cette espèce de crochet, et la poulie, elle est là. Donc il faut d'abord enlever l'écrou, enlever cette bague, monter la poulie comme ça, remettre la bague et remettre l'écrou. Alors ça, c'est un écrou. Ça, c'est une vis et l'ensemble forme un boulon. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien le vocabulaire. Par contre, c'est dommage, la clé fournie n'est pas la bonne taille pour l'écrou. Alors, bien entendu, moi, la mécanique, c'est pas mon truc. Donc, l'écrou qui est là, j'ai pas la bonne clé. Alors, je vais faire ça moche, hein. Je vais prendre une pince. Vous m'en voudrez pas. En fait, il faut pas serrer, je me rends compte, parce que la poulie tourne pas. Et c'est un écrou freiné, donc il n'y a pas de problème à le laisser un peu desserrer. Voilà, là c'est mieux. Et donc une fois que la poulie est montée, on va mettre une vis sans tête ici pour pouvoir pousser la poulie par là, ce qui va nous permettre de tendre la courroie. Donc la vis dans le trou, pour l'instant je la mets juste en place sans la serrer, c'est pour ça que je le fais à la clé. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher la poulie dans le trou avec la courroie. Donc, je fais une boucle avec la courroie. Et évidemment, les dents, je les mets à l'intérieur puisqu'elles vont aller sur la poulie. C'est évident, mais des fois, c'est bien de le dire. Hop. Alors là, j'y vais à tâtons. Hein. Raté. Ah, je l'ai eu. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai accroché ma poulie. Maintenant, je tends ma courroie et je viens la mettre sur la poulie de l'autre côté, comme ça. Et j'ai plus qu'à tendre la courroie. Voilà, et pour m'assurer que les courroies sont tendues de la même manière, je les fais sonner comme une corde de guitare. Et je dois avoir à peu près la même note. Celle-ci est un peu plus tendue. Donc je vais tendre celle-ci. Voilà, bon, jusqu'à présent, les courroies sont tendues, mais elles servent encore à rien. Hein. Vous voyez, je peux bouger mon axe sans problème. Donc maintenant, je vais retourner la machine. Je vais envoyer l'axe ici à l'arrière pour qu'il soit embuté. Pourquoi? Pour éviter qu'il soit de travers comme ça ou comme ça. Je le mets embuté et je suis sûr qu'ici et là, on est perpendiculaire. Et donc, tout en veillant à rester embuté ici, je vais faire passer la courroie là-dedans. Voilà, donc ce côté-là, il est embrayé. Et je fais la même chose de l'autre côté. Allez, maintenant je monte l'antenne Wi-Fi, ça se passe de ce côté. Hop, voilà. Et donc ici, on a des trous filetés qui servent à placer des vis qui vont servir de fin de course. Alors, il n'y a pas de fin de course sur cette machine,
Mais elle peut s'en passer, je vais y revenir. On en arrive au montage de la tête. Donc la tête est livrée avec cette vis pour pouvoir la garder en place et cette buse. Et cette buse-là, attention, si vous n'utilisez pas l'air assist, vous ne la montez pas. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pour une question de refroidissement, mais c'est bien spécifié et dans la doc et dans le sachet qui porte la buse, donc c'est important. Donc pour la monter, il faut enlever le carter et visser la buse tout simplement. Et ensuite, on remonte le carter de protection, donc il va dans ce sens. Alors pour monter la tête, c'est très simple. La vis, elle va ici. J'essaye de vous montrer malgré mes gros doigts. Et on la monte comme ça. Et on la garde en place en serrant, pas trop fort pour ne pas marquer l'aluminium quand même. Allez, on retourne encore une fois la machine. On fait attention cette fois à l'antenne Wi-Fi. Hop. Et on va s'occuper de la câbler. Alors le câblage, principalement, il va se passer là. Alors on ne peut pas se tromper parce que chaque prise est différente et adaptée à chacune des fiches. Donc là, ce moteur, sans même regarder, je sais qu'il va là. Il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Avec mes gros doigts, j'y arrive pas. Je vais prendre une pince. Il est clairement trop court, lui, hein. Bon, finalement, j'ai réussi à l'installer, le câble, mais c'est vraiment juste, il n'y a pas de jeu. Et j'ai dû utiliser une paire de pinces, donc j'ai eu peur un petit peu de l'abîmer. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va monter ce câble, hein, le câble principal, et on va utiliser ce côté-là. Il va se mettre... Hop. Il va se mettre comme ça. Maintenant, je retourne encore une fois la machine. Voilà, maintenant le câble il va passer là-dessous, il va passer là derrière. Et le câble qui est marqué X, on va le brancher sur le moteur X. Il y a un détrompeur, donc il y a un sens. Voilà. Et ce petit câble-là, avec la fiche ronde, il va aller au laser. Donc le laser, il se trouve là. Donc la connectique, elle est là. Là aussi, il y a un détrompeur. Et on doit avoir une fiche L pour laser, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, ce câble, il va venir se fixer là derrière, mais je ne vais pas le fixer tout de suite. Je vais en profiter pour mettre en place le tuyau pour les racistes et je vais fixer les deux en même temps. Le tuyau et le câble. Donc, le tuyau, bien sûr, il vient sur la tête. On l'enfonce, il ne tient pas, on le réenfonce, et cette fois il tient. Allez, maintenant je le mets à fond à droite. Voilà, et de ce côté, on a aussi de quoi fixer les câbles. Bon alors déjà, après montage, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Parce que j'aime déjà mécaniquement, c'est que tout est caréné, il n'y a rien qui dépasse. Alors je ne parle pas du câblage, hein, mais la carte mère, elle est planquée quelque part là-dedans, probablement ici puisqu'on a le lecteur de carte SD. Il n'y a rien qui dépasse, c'est un petit peu embêtant d'ailleurs même pour les pignons, pour les courroies. Mais bon, ça se fait quand même bien. Et électriquement, le câblage, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors déjà, ici, les passages de câbles, ils sont bien placés. Sur le côté aussi, mais il y a un piège. Je me suis fait avoir. En fait, attention à l'antenne Wi-Fi. Ici, quand j'ai attrapé le chemin de câble, j'ai aussi attrapé la courroie. Ce qui fait que je ne pouvais plus me déplacer comme ça. Alors, c'est bête à dire, mais ça m'a servi parce que ça m'a permis de me rendre compte que ce fil ici, si on n'y fait pas attention, et c'est pas marqué dans la doc, il frotte contre la courroie là. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, j'ai défait tous les Colson, j'ai poussé le fil pour qu'il soit en appui sur le support de la poulie. Et là, j'ai l'impression qu'il ne touche pas.
mais c'est quand même un peu juste. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. Voilà. Quoi d'autre? Si, la connectique pour l'électronique du laser est, à mon avis, pas fiable dans le temps. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que ça ressemble à des connectiques de souris PS2 pour les anciens, si ça vous parle, et ça, c'est pas génial. Par contre, il y a une connectique qui est top. C'est celle-là à l'arrière de la machine. Ici, on a un interrupteur qui nous sert soit à utiliser le moteur de l'axe Y, soit à utiliser un axe rotatif. Alors ça, c'est une fonction pour les lasers dont je n'ai pas encore parlé dans mes vidéos. Il est possible de remplacer cet axe-là par un axe rotatif. Et en général, il faut débrancher le moteur pour cet axe-là, pour le rebrancher sur une espèce de mandrin qui va nous servir à graver par exemple des mugs. Voilà. Donc ici, avec l'interrupteur qui se trouve ici, on n'a pas besoin de débrancher les moteurs et ça, c'est très bien pour la durée de vie des connectiques. Une chose que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que les connectiques pour le port USB et l'alimentation sont éloignés des boutons de commande. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça évite d'avoir à esquiver les câbles pour aller appuyer sur les boutons de marche ou d'arrêt d'urgence. Et ça, j'aime bien. En plus, ils ne sont pas dessus la machine, mais sur le côté. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ne lisent pas les manuels, et c'est bien normal, je vous comprends. Moi, je les lis systématiquement, il y a quand même des avantages des fois. Regardez, c'est la première fois que je démarre la machine, il va se passer un truc désagréable. Déjà, on appuie une fois, il ne se passe rien. Il faut faire un appui long. Ça, si on ne lit pas la doc, on ne le sait pas. Et maintenant, regardez bien, ça se transforme en sapin de Noël. Ici, c'est rouge, c'est jaune, ça clignote, ça bip, il y a un défaut, il se passe quelque chose. Alors on cherche un petit peu, on se dit tiens, bah, c'est peut-être l'arrêt d'urgence, je ne l'ai pas déverrouillé. Non, c'est pas ça. Alors ça clignote différemment. Maintenant on a du blanc. Mais il y a un problème. En fait c'est tout simple, c'est juste que la machine veut que la carte SD soit insérée dans le lecteur ici. C'est tout. Mais il faut le savoir. Hop, un petit reboot. Et là, au démarrage, tout va bien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la machine n'a pas de fin de course et pourtant, elle sait s'en passer. Regardez bien, elle est en train de faire un homing, c'est-à-dire une remise à zéro. Ça vient du fait que les drivers des moteurs sont capables de faire ça sans capteur. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche et ça, je trouve ça génial. Au passage, la machine est hyper silencieuse. Donc il faudra que je potasse les diodes là, parce que là c'est passé au vert, puis au orange maintenant. Donc ça m'a l'air prêt. Je viens de me rendre compte qu'il me reste un câble, c'est le câble pour l'axe rotatif. Alors l'axe rotatif, eh ben, c'est exactement comme pour les racistes, c'est une option. Et pourtant, on a la câblerie de fournie, alors que ça devrait logiquement être fourni avec l'option quand on l'achète. Mais bon, donc il ne faudra pas le perdre. Donc maintenant que la machine est prête, je l'ai démarrée, je l'ai reliée à l'ordinateur, et maintenant je vais demander à Lightburn de le trouver. Donc étant donné que c'est un best-seller, on va passer par l'option « Trouver mon laser ». À mon avis, ça devrait fonctionner. Pouf, il y a un petit bug d'affichage, mais c'est pas important du tout. Orture Laser Master 3, 400 mm par 400 mm. C'est bon. J'ajoute l'appareil et je vais l'appeler. Orture LM3, c'est très bien. Donc ici, on a les dimensions en X et Y du laser, elles sont justes. Et je mets l'origine à l'avant gauche. Et je demande l'autoguide du laser au démarrage, c'est-à-dire l'initialisation des axes. Voilà, c'est fait, résumé, il est bon, finish. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le définir par défaut. Voilà, ça sera plus pratique. Et donc, une fois que c'est fait, la machine s'initialise toute seule. Ça, c'est bien. Bon, maintenant, je vais installer la pompe à air et première chose que je remarque, c'est qu'avec la pompe à air est livré un tuyau, donc ça m'en fera un de rechange. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la dock, des Colson, la connectique, on n'a pas le petit réducteur, tiens, en double. On a l'alimentation avec un variateur, et on a la pompe, qui est très lourde. Oh la vache, elle est vraiment lourde. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer le raccord. Et pourquoi c'est toujours les clés que j'ai pas qui ne sont pas fournies?
Donc là, il ne faut pas trop serrer, hein, ça ne sert à rien. Bon alors c'est cool, c'est silencieux, par contre le câble d'alimentation est vraiment court. Soit vous mettez une rallonge, soit vous vous mettez près de la prise. Hein. Mais ça marche très très bien. Bon par contre, étant donné que la pompe est fournie avec un régulateur électronique ou électrique, le régulateur d'air ici est complètement inutile, hein, celui qui est fourni avec le laser. Bon, maintenant que la machine est opérationnelle, je vais la tester. Je vais lui faire passer une batterie de test unitaire. Ces tests, je les ai fait passer à tous les lasers qui me sont passés entre les mains. Pour permettre une comparaison objective, les conditions sont toujours les mêmes, bien évidemment. Les deux premiers tests permettent d'évaluer la vitesse maximale de la machine. Ortur a déclaré que l'OLM3 était conçu pour être rapide. Son châssis a été designé bas et rigide pour plus de stabilité, et sa tête laser est compacte et surtout légère, ce qui lui permet en théorie une inertie moindre et donc des accélérations plus fortes. Alors sur le papier c'est bien, mais pour profiter de ces avantages, il faut encore des moteurs et des drivers adaptés. Alors on va bien voir, les tests vont tout nous dire. Le premier test consiste à se déplacer le plus rapidement possible le long d'un carré de 25 cm de côté, 10 fois de suite. Ça donne une distance totale de 10 mètres. J'ai programmé la machine pour 25 000 mm par minute et le laser éteint. À titre de comparaison, le classement pour ce test est le suivant. Les lasers longueur R5 10 et 20 watts sont en queue de peloton avec un chrono de 1 minute 47, soit 5600 mm par minute environ. Juste devant, on trouve la Taser P10 avec un chrono à peine meilleur de 1,43, soit 5820 mm environ. Et en tête de classement, loin devant, on a l'X-Tool D1 Pro avec un chrono très propre de 50 secondes, soit environ 12 000 mm/min. Plus de 2 fois plus rapide que les autres. C'est maintenant à l'Ortur de subir le contre-la-montre, on va voir ce que ça vaut. Bon, cette machine explose littéralement le record du circuit. Moins de 37 secondes pour franchir les 10 mètres, ça donne une vitesse de plus de 16 000 mm par minute. C'est très très bon, c'est même excellent. Du coup, je suis encore plus pressé de voir le résultat du test suivant. Dans le premier test, on a testé les moteurs en les faisant tourner chacun leur tour, puisque la trajectoire était un carré. Le test suivant sert à utiliser les deux moteurs simultanément. La machine va devoir les synchroniser en permanence, parce que je vais lui demander de faire le tour d'un cercle qui fait 31,83 cm de diamètre. Le périmètre de ce cercle est donc d'1 mètre exactement. Et encore une fois, on va en faire le tour 10 fois pour parcourir 10 mètres. Pour ce test, longueur et Taser sont ex aequo avec un temps de 1 minute 31, tandis que X-Tool a signé un temps de seulement 24 secondes. À battre. Bon, cette machine est taillée pour la course. Encore une fois, elle a fait un chrono très honorable de moins de 29 secondes, ce qui donne une vitesse de plus de 20 000 mm par minute. Bravo, respect, même si X-Tool reste plus rapide pour ce test. Ça signifie, ça, que le laser X-Tool est plus rapide en pointe, mais le premier test de vitesse montre que le laser Ortur peut accélérer et ralentir bien plus fort. Et dans le cas d'une gravure de photo, par exemple, ça fera une grosse différence, puisque le laser ne se déplace qu'en va-et-vient, et donc il doit s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Mais aller vite ne sert à rien si le laser n'est pas assez puissant. C'est pour ça qu'existent les tests de puissance. Je veux parler des tests de découpe qui arrivent maintenant. Alors conformément à la tradition, le premier test consiste à découper un lambris en pain massif de 10 mm d'épaisseur à une vitesse de 150 mm par minute, sans assistance d'air et un minimum de passes. Dans les catégories des lasers de 10 watts, Taser a eu besoin de 7 passes pour couper le lambris. Longueur à X-Tool était à égalité avec 5 passes. Et c'est au tour d'Ortur maintenant. Bon, je viens de me rendre compte d'un détail, mais qui a son importance. La machine est conçue pour être le plus bas possible, tout ça pour pouvoir gagner en vitesse, enfin du moins en stabilité et donc en vitesse. C'est voulu par le constructeur, mais il y a des contreparties, c'est-à-dire que la pièce de bois qui est là, elle ne passe pas sous la machine, entre les pieds, dans ce sens-là. Elle passe dans ce sens-là, mais elle bute à la fois sur le chariot ici, mais elle bute à la fois sur le chariot ici et sur le moteur là-bas. Donc ça passe pas. Donc si vous voulez graver des grandes pièces de 40 par 40 cm,
Soit il faut que votre pièce fasse 40 par 40 cm, soit il faut qu'elle fasse plus que la machine pour pouvoir poser la machine dessus, soit il faut surélever la machine. Donc là, je vais couper la pièce, ça n'a pas d'importance. Allez, premier test de découpe. Du coup, j'ai sorti les lunettes. Cette fois-ci, elles sont orange, pourquoi pas. Mais avant de commencer, il va falloir que je fasse la focale. Alors, encore une fois, ça c'est super pratique. La pige est incorporée à la tête. Il suffit de la descendre en contact sur la pièce qu'on veut graver ou découper. Serrer et ranger. Je vais voir si je coupe au bon endroit. Initialiser la machine. Un petit cadrage. Bon, il déboîte. Hein. Là, on est bien. Je chausse mes lunettes. Et on est parti pour une coupe à 150 mm/min au max. 100% de puissance. Première passe. Deuxième. Wow. Incroyable. Il a fallu seulement 2 passes pour découper 10 mm. Non mais c'est super ça. C'est mon nouveau jouet préféré, je pense. Bon, manifestement, cette machine n'est pas seulement rapide, c'est aussi la plus efficace à puissance électrique équivalente. Il a fallu que 2 passes, là où le laser le plus efficace que j'ai testé en a eu besoin de 5. Cette tête laser toute petite, là, c'est un monstre en fait. Et clairement, c'est un sacré avantage sur la concurrence parce que cette machine est capable de graver et vite et fort. Donc les temps de gravure peuvent donc être considérablement réduits par rapport à une machine qui devrait par exemple graver à 50% de sa puissance à sa vitesse max. Alors je ne vais pas faire tous les tests habituels de découpe, je vais passer directement au dernier test de découpe, celui qui a fait échouer tous les lasers de 10 watts que j'ai testés jusque-là. Bon, cette fois-ci, on va attaquer du lourd, ce morceau de bois là qui fait à peu près 18 mm. Aucune machine de 10 watts n'a réussi à le couper complètement. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner là, parce que cette machine est prometteuse. Alors, on va déjà s'assurer qu'on est bien cadré. Là, c'est bon. Je vais commencer tout de suite avec, disons, 8 passes. Bon, c'est quand même déjà très impressionnant parce qu'on est à seulement 8 passes et j'ai déjà vu par endroits le laser passer à travers. On va rajouter 2 passes pour arriver à 10. Encore 2. Voilà, on doit franchement être pas loin de la vérité. Ah non, c'est bizarre, hein, je voyais le laser pourtant, mais... Bon, 12 passes, ça suffit pas. Bon, par curiosité, je vais tester encore une coupe à 12 passes, mais cette fois-ci, je vais brancher les racistes pour voir si ça fait une différence. Ah oui, ça fait une différence quand même. Ça, c'est la tentative sans les racistes. On a au total quelque chose comme 5 mm de fin trait noir où le laser a pu passer sous la pièce. Et ça, je ne sais pas si vous voyez bien l'objectif, mais on a un trait qui n'est pas continu, mais qui traverse quasiment sur les 2/3 la pièce. Et donc, à mon avis, voilà. On a juste quelques fibres qui ne sont pas coupées. Vous voyez, quand je vous dis que les racistes, c'est pas une option, c'est pas une option. Les racistes ont encore marqué des points. Et pour le coup, le laser aussi, hein, parce que pour arriver en 12 passes à faire une coupe aussi nette sur 18 mm d'un bois qui est dense, hein, regardez les fibres, il y en a beaucoup, c'est un arbre qui a poussé lentement. Franchement, il est assez dur et chapeau l'artiste, c'est une réussite. Hein. Ce laser, il marche bien. Allez, maintenant, on va mesurer la précision de la machine. Donc là, je vais faire un carré de 40 par 40 mm.
Et ben, on va mesurer à la fois le carré découpé et le trou découpé aussi. Là, on va faire, mettons, 3 passes. Et sans air assist, hein, pour pouvoir comparer avec les autres machines. Je fais toujours les tests dans les mêmes conditions. Alors, ici, on n'est pas à 40, on est un peu en dessous. On est à 39,8 par 39,8. Et là, on est à 40,0 par 40,0. Eh ben, c'est plutôt précis, hein. Donc on a un trait de coupe, on va dire, qui fait 1/10, puisque là, on a 2/10 de moins qu'ici. C'est franchement pas mal. Étant donné les performances de la machine, je vais faire un test en honorant une commande passée par ma fille. Je vais graver et découper dans du médium de 6 mm d'épaisseur, une espèce de tableau représentant un Pokémon. La première pièce, ça sera le fond, et la seconde, ça sera les éléments à coller sur le fond. Le panneau de médium étant plus grand que l'Ortur Laser Master 3, je pose la machine directement sur le panneau. La machine n'a pas l'air très stable, vous voyez, elle bouge un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. Ça vient du fait qu'elle est posée sur la plaque que je vais découper, et cette plaque est posée sur la grille qui va faciliter la découpe. Alors voilà comment je vais procéder. D'abord, je vais commencer par le fond, et je vais graver dans le fond les figures, ce qui va me permettre de coller les petits éléments de la deuxième découpe qu'on fera après. Donc, la première couche, tout ce qui est en noir, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle, je vais le graver à 20 000 mm par minute et à 100% de puissance. On y va en mode turbo. On ne veut pas graver fort, mais on va gagner du temps. Et la deuxième passe, ça sera une passe à 250 mm par minute à 100%. Et ça sera uniquement pour le cercle ici. Et on va faire le contour pour faire une découpe. Voilà, donc on va commencer ça tout de suite. Enfin, je vais d'abord initialiser la machine. Cadrer pour voir si on est bon. On est forcément bon parce qu'on est sur la pièce qu'on veut. Voilà, ça donne une idée de ce qui va se passer. Et maintenant, je branche les racistes. Et c'est parti. Voilà, donc la gravure est très légère, mais ça suffit largement. Tout ce que j'espère, c'est que comme la machine bascule un petit peu, il y a des sécurités. J'aimerais pas qu'elle déclenche. Là, on a vitesse réelle, hein. Je maintiens la machine parce qu'elle bascule, c'est vraiment bon. Ça va vite. Elle a une rapidité, cette bécane, c'est impressionnant. Ah, c'est bon, je peux la lâcher maintenant. Bon, je pense que 2 passes auraient largement suffi pour la découpe. Mais je suis pas certain, alors je laisse couler. Je fais confiance au constructeur et je suis ses recommandations. Sachant que le constructeur demande 3 passes pour du médium de 5 mm et celui-là en fait 6,5. Et je vois déjà le laser dessous. Bon, mais il fallait bien 3 passes. Voilà, donc je ne sais pas si c'est net, mais voilà ce que ça donne. C'est très subtil. J'aime beaucoup. Donc la deuxième étape, ça va être de tout graver. Donc il suffit de changer la vitesse ici et de mettre 250. Et le nombre de passes, 3. Voilà, il n'y a plus qu'à.
Il y a eu un petit souci. En fait, sous la plaque de médium, j'ai placé une grille de four pour laisser un espace entre le médium et le martyr qui est en dessous. Ça permet aux fumées brûlantes d'être évacuées plus efficacement par l'air pulsé et ça évite au médium de brûler. Mais la grille est plus petite que le laser et celui-ci est posé sur la plaque de médium. Par conséquent, le médium partiellement découpé s'est relevé ici et a attrapé la tête du laser. La machine s'est alors décalée et la découpe est ratée. Donc j'ai dû enlever la grille de four et refaire la découpe. La découpe au total met environ 2h15, mais pour vous, je l'ai réduite à une poignée de secondes en accélérant la vidéo 600 fois. Bon, sans être très observateur, on peut quand même se rendre compte que ici, avec la découpe avec la grille, la découpe est beaucoup plus nette que là. Là, on est sur les versos. Et voilà ce que ça donne, une fois le médium poncé et les morceaux en trop retirés. Alors, ils ne sont pas tous retirés, certains sont encore en place pour garder les petits bouts. Il ne reste plus qu'à coller les morceaux et à les peindre, mais ça, c'est ma femme qui va le faire. Ah, et au fait, du coup, l'air assist, il a tourné sans arrêt pendant 4h30 quasiment, et il est parfaitement froid, donc il est conçu pour tourner longtemps. Il existe une application, Laser Explorer, qui permet d'exploiter la machine directement à travers le Wi-Fi. C'est pas trop mal, parce que contrairement à ce que je disais d'habitude, si vous avez une coupure réseau, ici, vous n'allez pas avoir d'interruption de la machine parce qu'en fait, vous allez transférer le fichier aggravé sur la machine et ensuite, c'est la machine qui va gérer en interne. Mais vous pouvez lancer la gravure à partir de l'application. Vous pouvez contrôler la machine. Vous pouvez directement prendre une photo et l'envoyer à la machine pour la graver aussi. Vous pouvez faire des codes barres, des puzzles, des QR codes, des fichiers, tout ce que vous voulez. Mais pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'application, malheureusement, parce que le Wi-Fi, je ne l'ai pas dans l'atelier. Par contre, quand j'active le Wi-Fi, je me rends compte que je peux me connecter au Wi-Fi de la machine, vous voyez, OLM3. Et quand je fais ça, j'arrive sur une application web qui est une autre interface que l'application Android. Et si je me connecte dessus avec le user admin et le mot de passe très original et très sécurisé admin. J'ai accès à une interface de contrôle qui me permet de contrôler la machine. Voilà, très simplement et efficacement. En plus de ça, je peux, à partir de là, faire à peu près tout ce que fait l'application. C'est un petit peu moins puissant que l'application, mais on peut faire quand même pas mal de choses. J'ai accès à certaines des sécurités. Je peux désactiver la détection des chocs et de soulèvement, par exemple. Je ne vois pas l'intérêt de le faire, mais on peut le faire. Et j'ai aussi accès à la carte SD de la machine, dans laquelle je retrouve les fichiers d'origine avec les docs, etc. Mais aussi tous les documents que je peux envoyer, que j'aurais préparé sur l'ordinateur et que j'aurais envoyé directement avec mon téléphone dans la machine. Et à ce moment-là, on peut tout à fait se passer d'ordinateur dans l'atelier avec cette bécane-là. Bon, il est temps de faire le bilan. Ce laser est tout simplement un ovni. Je suis surpris par ses performances, bien meilleures que celles des lasers concurrents sur les points fondamentaux, la puissance, l'accélération et la vitesse. La machine est si rapide qu'on peut graver à une puissance de 100%. C'est un gain de temps de fou. En termes de montage, c'est très simple, c'est facile et c'est rapide. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est le branchement du câble du moteur, celui qui est enfilé dans le cadre. Il mériterait 5 mm de longueur supplémentaire. Mais c'est tout, globalement tout le reste, c'est easy. En termes de sécurité aussi, on est bien fourni, et ça aussi j'aime bien. Ici, on a une sécurité enfant. On peut, avec une clé, verrouiller très simplement la machine. Donc là, on l'arrête, vous voyez. Et ici, on la met en route, sans avoir d'ailleurs à passer par le bouton Power sur lequel il faut appuyer une demi-seconde. Pour moi, ce n'est pas utile parce que les lasers sont systématiquement rangés dans le garage avec l'alimentation rangée ailleurs. Mais cette sécurité à clé est un vrai plus si vous avez la machine accessible aux petites mains à la maison. La machine est aussi équipée de détection de choc, détection d'inclinaison, détection d'absence de mouvement laser allumé. Il y a aussi un système de surveillance de la tension et du courant, et même un watchdog. Un watchdog, c'est en gros un chrono que le logiciel de la carte mère va remettre à zéro toutes les X millisecondes. Si la carte mère bug, il se peut que la tête de laser s'arrête, mais que le laser reste enclenché, par exemple. Et dans ce cas, le watchdog n'est pas remis à zéro, puisque le logiciel de la carte est en vrac. Et alors, le watchdog va couper le jus. C'est l'idée, en gros. Et bien sûr, il y a aussi un arrêt d'urgence. La machine est bien finie, ça j'en ai déjà parlé. Par contre, je n'ai pas donné mon avis sur la tête laser encore. Elle est très bien. J'aime beaucoup le système de queue d'aronde qu'on a ici, qui mine de rien permet de maintenir la tête toujours verticale. Sur certains modèles, comme longueur, on a deux vis de guidage qui autorisent la tête à se mettre un petit peu de travers.
Là, quand on serre la vis, et d'ailleurs ça se fait d'une main sans effort, la tête est guidée par la queue d'aronde et elle est systématiquement verticale. La protection en acrylique, elle est super, elle est transparente sur tout le tour et elle est plutôt étroite près du point d'impact du laser. Et ça, mine de rien, ça facilite grandement le positionnement de la tête avant de graver parce qu'on a une belle visibilité sur le matériau et aussi sur le faisceau du laser. La couleur orange aide bien aussi à y voir clair. Par contre, comme le carter est étroit, il se salit plus rapidement que sur les autres machines. Alors, est-ce qu'on a là la machine parfaite? Non, bien sûr, mais on n'en est pas loin. Il lui manque quoi? Des pieds pour la surélever. Il en existe en option, mais il coûte 80 € et c'est bien trop cher pour ce que c'est. Idéalement aussi, j'aurais aimé trouver un écran de contrôle, mais Arthur a préféré utiliser une application sur smartphone. C'est dommage, l'écran aurait permis d'avoir des messages d'alerte beaucoup plus parlants que les bips et les codes couleurs des diodes du bouton de marche arrêt, qui sont franchement pas très pratiques. Il faut avoir la dock sous la main pour comprendre le problème parfois, et c'est embêtant. Voilà, donc c'est les seuls défauts que j'ai pu relever. Si les lasers vous intéressent, je vous invite à aller jeter un œil à cette playlist. Vous y trouverez les tests des autres machines que j'ai citées dans cette vidéo. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!